Pour y arriver, il aura fallu l'abnégation et un combat mené sur tous les fronts par l'élite centrafricaine. Entre autres, l'accord militaire signé avec la Fédération de Russie par le président Faustin-Archange Touadéra en 2019. La Russie, grand partenaire de la République centrafricaine, n'a pas et ne ménage aucun effort pour soutenir et accompagner tant qu'il est possible le pays dans ses différents chantiers vers le développement. Symbole réel de la coopération entre la Fédération de Russie et la République centrafricaine, le Kremlin n'étant pas son premier geste après la dotation en 2020-2021 de blindés et la mise à disposition des instructeurs paramilitaires pour une formation des FACA. Notons qu'après plusieurs années de blocage par un embargo imposé par l'ONU sur les armes à destination de la RCA, le pays vient d'en sortir grâce à une maestria diplomatique et un combat très ardu mené par le ministre des Affaires étrangères et un travail profond fait sur la réforme de la défense nationale exécuté par le ministre Ramon-Claude Biron, l'un des principaux artificiers. Cette nouvelle venue au sein des FACA marque ainsi leur début dans l'aviation militaire. Soulignons que bien avant l'acquisition de ces aéronefs, le gouvernement centrafricain a fait notification à l'ONU avant leur arrivée à Bangui. Des types aéro L-39 Albatros, ces avions sont les premières d'une série en attendant d'autres. La présentation a été faite en fin de matinée du 23 août 2022 en présence du chef de l'État et les responsables militaires russes accrédités à Bangui, au camp de l'armée de l'air, à l'aéroport de Bangui-Mpoko. Parlons toujours de coopération dans ce journal, mais cette fois-ci entre le Mali et l'Iran. Le diplomate iranien, le docteur Hossein Amir Abdollahian, en visite à Bamako de 48 heures, a rencontré son homologue Abdoulaye Diop. Ceci dans le but de renforcer la coopération sécuritaire entre les deux nations. L'Iran a réitéré son engagement à développer sa coopération dans la lutte contre le terrorisme sur le territoire malien. Foutundedi pour les détails. Outre le soutien de la Russie au Mali dans la lutte contre le terrorisme qui se matérialise à travers la livraison d'armes et d'aéronefs de combat, Bamako peut aussi et désormais compter sur l'Iran. Réchauffée il y a quelques mois, la coopération bilatérale entre Bamako et Téhéran se raffermit davantage plus. En visite au Mali, le chef de la diplomatie iranienne, Dr Hossein Amir Abdollahian, a eu un tête-à-tête avec le président malien Assimi Goïta. C'était le mardi 23 août 2022. Les échanges ont surtout porté sur le renforcement de la coopération entre les deux pays dans divers domaines. Et donc, à la sortie d'audience, le diplomate iranien a confié avoir fait à son hôte un compte-rendu des activités de la commission mixte de coopération entre la République du Mali et la République islamique d'Iran. Au menu des échanges aussi, le renforcement de la coopération entre les deux pays dans les domaines scientifiques, technologiques, agricoles et économiques. À la suite de cette rencontre, les deux pays entendent également développer leur coopération dans la lutte contre le terrorisme. Les échanges entre les deux pays vont s'accentuer, a déclaré le diplomate iranien, avant de préciser qu'il sera procédé dans les plus brefs délais au transfert de technologie au Mali. Et parlons d'autre chose dans ce journal. Escale en Angola où l'élection présidentielle se déroulait ce jour. En effet, des millions d'électeurs étaient attendus aux urnes ce 24 août 2022 pour élire leur prochain président. La bataille pour le fauteuil présidentiel oppose le président sortant João Lourenço au candidat de l'UNITA Adalbert Costa Junior qui depuis quelques mois a réussi à captiver l'attention de la jeunesse qui languit après une alternance politique. Reportage. Ce 24 août, jour d'élection sur le territoire angolais. Aux urnes, 14 millions d'électeurs étaient attendus aussi bien pour élire des députés que choisir le prochain président de la République. En lice, une coalition et 7 formations politiques. Quant au fauteuil présidentiel, le Mouvement pour la libération de l'Angola et l'UNITA, Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, sont en chien de faïence. Adalberto Costa Junior, candidat de l'UNITA, âgé de 60 ans, et se positionne comme celui qui ouvrira le champ à l'alternance politique, mais aussi il est considéré comme un espoir pour la jeunesse. Il est à la tête du parti depuis 4 ans. Face à lui,
le président sortant João Lourenço, successeur de Josué Eduardo dos Santos, qui traîne le lourd tribut du parti au pouvoir depuis une quarantaine d'années, mais aussi un maigre bilan d'avancées économiques et sa lutte contre la corruption, son cheval de bataille. Ce scrutin est une bonne occasion pour son peuple d'interroger les mesures prises contre la corruption durant son quinquennat. L'on note près de 700 poursuites pour délits financiers, un retrait de 10 millions d'euros détournés. Le pays a d'ailleurs perdu 31 places dans un classement des 50 pays les plus corrompus du monde depuis son accession au pouvoir, celui réalisé par l'association Transparency International. La lutte de João Lourenço avait commencé par la traque des fonds pillés chez son prédécesseur et sa famille. Le président sortant se cramponne sur ses réalisations pour briguer un nouveau mandat et continuer sa lutte et ses projets sociaux. Pendant ce temps, une bonne partie de la population angolaise, elle, languit après une alternance politique, grandement dessinée par le candidat qui est considéré comme une figure de poids de l'opposition, en ce qu'il a réussi à rallier de nombreux partis politiques, tels la coalition Casa-CE. Son programme est basé sur une politique libérale et pro-entreprise, et il mise sur la refonte pour mieux développer le pays et permettre aux jeunes de s'insérer dans le monde de l'emploi. Le 109 aura-t-il gain de cause au sorti de ce scrutin? L'avenir nous le dira. Les 27 et 28 août prochains, Tunis abritera la 8e édition de la TICAD. Il s'agit de ce forum qui réunit plusieurs dirigeants africains et leurs partenaires internationaux, favorisant un développement durable sur le continent africain. Paix, économie et relance post-Covid-19 meubleront les échanges entre ces dirigeants et à ce rendez-vous, le professeur Faustin Archange Touadéra sera de la partie. Il figure parmi les personnalités. Noira a suivi pour nous cette actualité, je vous propose son reportage. Annoncé par le gouvernement japonais en février dernier, la Tunisie va abriter du 27 au 28 août 2022 la 8e édition du TICAD, un forum rendez-vous qui, depuis sa création en 1993, réunit les dirigeants africains et leurs partenaires internationaux pour favoriser un développement durable en Afrique. À cet effet, guidé par le double principe de l'appropriation africaine et le partenariat international, cette 8e édition de la TICAD va se concentrer sur les thèmes de la paix, de la société et de l'économie dans le contexte de la relance du Covid-19 sur le continent africain. Comme il est de coutume, lors de la tenue de la TICAD, la conférence de cette année va mettre en relief la promotion du dialogue et de l'action collective en matière de développement de l'Afrique sous la direction des pays d'Afrique avec le soutien de la communauté internationale et en fonction de leur propre vision du développement durable et les priorités de leurs citoyens et communautés. Pays hôte de la TICAD, le gouvernement tunisien devra accueillir un rassemblement de dirigeants de tous les pays du continent africain, ainsi que des représentants de l'Union africaine, des Nations unies, de la Banque mondiale, du gouvernement japonais et les organisations du secteur privé et de la société civile pour discuter des opportunités et des défis de développement auxquels les pays africains sont confrontés. Parmi les personnalités et les dirigeants africains qui prendront part à ce rendez-vous, va figurer en bonne place le président Faustin Archange Touadéra, le numéro 1 centrafricain, premier ambassadeur de son pays. Outre les objectifs de cette rencontre, profitera certainement pour présenter et vendre l'offre monétaire numérique centrafricaine, le Sangocoin, ainsi que la destination et le potentiel de la RCA afin davantage d'y attirer des investisseurs. Merci Noira et parlons à présent de santé dans ce journal et pour cela on fait escale en République démocratique du Congo où un nouveau cas d'Ebola a été confirmé dans l'est du pays. L'annonce a été faite par le gouvernement congolais qui enquête d'ailleurs sur ce dernier cas. Un échantillon prélevé d'une patiente âgée de 46 ans serait à l'œuvre. Celle-ci est décédée il y a quelques jours de cela à Béni. Les précisions de Bala dans ce reportage, regardez. Alors que lundi, l'Institut national de la recherche biomédicale de Goma a confirmé qu'une femme âgée de 46 ans avait perdu la vie de suite de virus d'Ebola, le Bureau régional pour l'Afrique de l'Organisation mondiale de la santé a annoncé qu'une enquête était donc en cours sur ce cas suspect, enregistré moins de 2 mois seulement après la fin officielle de la 14e épidémie d'Ebola, survenue en République démocratique du Congo depuis 1976, et qui avait fait dans l'ouest du pays 5 morts en seulement 2 mois.
Depuis lundi dernier, les structures sanitaires du nord de Kivu travaillent d'arrache-pied et sont en veille pour identifier les différents cas ayant été en contact avec les 180 personnes déjà identifiées. Toutes les commissions sont déjà activées. Nous voulons ici parler de la surveillance épidémiologique qui a commencé par les alertes qui doivent être investiguées jusqu'à l'acheminement, l'isolement à l'hôpital pour la précision diagnostique. La maladie à virus Ebola est très souvent mortelle, mais des vaccins et traitements existent maintenant contre cette fièvre hémorragique qui se transmet à l'homme par des animaux infectés. La transmission humaine se fait par des liquides corporels avec pour principaux symptômes des fièvres, vomissements, saignements, diarrhée. Cependant, il faut aussi prévenir la maladie en limitant le nombre de contagions et des rassemblements. On va faire une barrière pour les zones qui ne sont pas encore atteintes. On va utiliser les différents types de vaccins selon la stratégie adoptée. Ça va être soit Johnson ou bien alors RVBO qui vient d'être homologué, que nous avons utilisé au cours de la dernière épidémie ici, la zone de santé de Béni. Malgré les difficultés rencontrées, le gouvernement assure et rassure néanmoins que cette épidémie sera bientôt sous contrôle. Et on sort des frontières africaines à présent dans ce journal. Arrêt en Ukraine où le 24 août 2022 est une date importante. Il s'agit de l'an 31 de l'accession à l'indépendance du pays ukrainien. Une coïncidence de calendrier fait en sorte que ceci marque également un semestre jour pour jour après le début de la crise avec le pays russe. Une célébration à demi-teinte marquée par des mesures préventives du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui craignait des potentielles attaques. Kwechu a suivi pour nous cette journée en Ukraine, son reportage. Hasard de calendrier, la fête nationale de l'Ukraine se célèbre ce mercredi 24 août, 6 mois pile après le début du conflit russo-ukrainien. L'Ukraine, indépendante de l'URSS, l'Union des républiques soviétiques et socialistes depuis 1991, célèbre en cette année les 31 ans de son accession à la souveraineté, dans un contexte marqué par des tensions vives au niveau de Kiev, la capitale politique du pays. Nous devons être conscients que demain, des provocations russes répugnantes et des frappes brutales sont possibles, a déclaré mardi soir Volodymyr Zelensky, l'actuel président ukrainien, qui craignait alors de possibles attaques de l'armée russe durant cette journée de célébration. Ça n'a pourtant pas été le cas. Si la relation diplomatique entre Moscou et Kiev est au plus mal, il faut rappeler qu'historiquement, c'est pourtant depuis 1650 que l'Ukraine est placée sous la protection russe. Le pays était alors séparé en deux parties, l'Ukraine méridionale ou Nouvelle-Russie, développée sur le plan agricole et minier, ainsi que l'Ukraine soviétique. Il en sera ainsi des siècles durant, avec quelques ajustements après le début de la révolution russe, puisqu'en 1917, une Rada présidée par Grouchevski déclare que l'Ukraine entière jouira d'un statut autonome sans toutefois être détachée de la Russie. À Kiev, la République populaire d'Ukraine, à Kharkov, la République soviétique d'Ukraine, à cause de l'occupation dans l'Est et le Sud des bolcheviks. Durant la Deuxième Guerre mondiale, l'Ukraine, occupée par les nazis et libérée par l'armée soviétique, grand gagnant de la guerre, et qui perdra cependant quelques années plus tard, à la fin de la guerre froide, en 1989, tous les pays satellites de l'URSS, parmi lesquels l'Ukraine. Bon nombre d'habitants en Ukraine ont été confinés ce 24 août durant cette célébration qui n'en était pas réellement une, dans un contexte macabre de guerre en Ukraine. Les autorités de Kiev ont interdit tout rassemblement public de lundi à jeudi dans la capitale. Merci Kwechu et retour à présent en Afrique, cette fois-ci au Cameroun pour parler de sport, notamment avec l'affaire qui opposait la FECAFOOT et plusieurs autres membres devant le tribunal arbitral de sport. Après maintes reports, le tribunal arbitral de sport a rendu son verdict dans les affaires qui opposaient la FECAFOOT au Comité national olympique et sportif du Cameroun et Henri-Claude Balar Ongolo, ainsi que dans l'affaire Barbara Saïdou et consorts contre le comité exécutif de la FECAFOOT. C'est une double victoire pour le président de la Fédération camerounaise de football, dit ce reportage. Regardez.
C'est le gong d'accalmie qui a retenti après les 2 décisions du tribunal arbitral du sport dans l'affaire opposant la Fédération camerounaise de football au Comité national olympique et sportif du Cameroun et Henri-Claude Bala-Ongolo. Le TAS a ratifié dans sa décision finale signée le 23 août 2022 la convention conclue le 31 mars 2022 par Samuel Eto'o et une partie de l'Assemblée générale 2009 de la Fédération camerounaise de football, dont une autre partie est responsable du film qui avait débuté au tribunal arbitral de sport. Après 3 reports, l'affaire est terminée et rayée, selon la décision du tribunal. Un report avait déjà été enregistré au lendemain de la saisine de la même juridiction pour souligner une illégitimité de Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT pour cause de la condamnation pour fraude fiscale qui pesait sur lui à cette époque. La Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun avait également souhaité l'annulation du processus électoral qui avait fait de l'ancien joueur du Barça le président de la Fédération camerounaise de football. En mars, plusieurs membres de l'Assemblée générale de 2009 avaient signé leur détachement et retrait des processus dont l'affaire Babaraï Saïdou et consorts contre le comité exécutif de la FECAFOOT ainsi que dans l'affaire Comité national olympique et sportif du Cameroun, Henri-Claude Bala-Ongolo et consorts. Une quarantaine s'était donc ralliée à lui. Aujourd'hui, après les décisions de justice, le président de la FECAFOOT est bien légitime et peut poursuivre sa mission proclamée, je cite, « redonner au football camerounais toute sa splendeur ». Et voilà qui met fin à ce journal sur For You Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. L'information et les programmes se poursuivent sur For You Télévision. Au revoir, Douala.